Salut, bienvenue dans ce point de marché exclusivement crypto. Aujourd'hui, c'est un petit peu la panique à bord. On va faire le point sur le cycle. C'est parti, sommaire. Point crypto 19 mars. On est en pleine correction, donc on va faire un point sur le prix. On va faire un point sur où est-ce qu'on en est dans ce bull run. On parlera des dernières news. Une erreur à 3 milliards. Le marché est en train de tourner débile. Je commence à voir des signes de débilité. On va jeter un œil sur les liquidations. Un flash crash sur le Bitcoin. Des news sur ETH. Les inflows également. On fera un point ETF. Sur le Bitcoin, sur les différents marchés, on parlera du futur ETF Ethereum, au point sur le halving également, où est-ce qu'on en est du cycle. Je ferai le point en deuxième partie de vidéo sur une crypto qui domine clairement le marché. On va étudier les flux, où est-ce que va l'argent, mes arbitrages en cours, puisque tu le sais, il faut rester en mouvement. Combien de temps est-ce qu'il reste dans le bull run, mes différents moves. Les caractéristiques d'une bulle à connaître vraiment en ce moment, parce que tu vas voir que on est en plein dedans, tout simplement. Il va falloir sortir au bon moment. Je te rappelle que pas vendu, pas perdu, pas vendu, pas gagné non plus. Et puis j'aborderai les questions de la communauté, notamment sur les stop-loss, la fiscalité, les exchanges, les clés ledger, lequel choisir, quel multiple. Tout le monde a des objectifs de prix plus ou moins hauts, plus ou moins débiles. On parlera d'aversion au risque, de tolérance au drawdown, de stock picking versus le momentum trading. Et un point sur les trades consensuels et les news, la guidance, etc. Tu vas voir, je t'ai screenshoté plein de commentaires. Sans plus attendre, je te propose qu'on aille tout de suite sur la chart. Pouf, nous y voici, nous y voilà. Rappel des faits. Première vidéo bull run, on est en début de bull run. Comme d'habitude, tout le monde se moque de moi. Il se trouve qu'on y est. ETF Bitcoin, celle de news, boum, ça part parabolique. On a explosé l'ATH. J'avais fait une autre vidéo ici en disant qu'on était proche de l'ATH. Nous y voilà. Et depuis, badabim, badaboum. Si je prends les plus hauts, pouf, on est aujourd'hui à moins 14% depuis les plus hauts, ce qui n'est pas non plus fou. On va tout de suite mettre en contexte, puisque pour le sell de news de l'ETF, si je prends plus haut et plus bas du sell de news, on avait fait moins 21%. Donc, je sais, il y a des nouveaux arrivants, il y a des corrections, on va parler pas mal de... Comme d'habitude, parce que c'est le nerf de la guerre de l'investisseur, un petit peu de ce qui se passe dans la tête, d'objectifs, de comment ne pas devenir fou, comment ne pas exploser, comment peut-être prendre du recul sur ces graphiques et également avoir des indicateurs qui sont objectifs. Parce que le problème, comme dans toute bulle, comme dans tout marché explosif, comme dans finalement dans tout bull market parabolique comme on connaît sur les cryptos, c'est qu'il y a énormément de bruit, il y a énormément de consensus, de to the moon, etc. Au milieu, il y a des meme coins, les gens impriment l'argent comme jamais, t'as l'impression que c'est les autres qui impriment l'argent et jamais toi. Et toi, comme par hasard, à chaque fois que t'investis, t'as l'impression d'être à l'envers, t'investis toujours avant une correction, ou tu hésites à faire des trucs et tu le fais pas et puis ça monte le lendemain. Ou alors, et le pire des cas, c'est que tu te prends les portes de saloon, c'est-à-dire que hop, tu vends pour racheter plus bas, puis ça continue à monter, finalement tu rachètes, c'est à ce moment-là que ça descend, etc., etc., et tu te les prends dans tous les sens. Et il faut apprendre à arrêter de faire ça, tout simplement. Donc pour ça, il faut mettre en place des indicateurs objectifs, et c'est pour ça que je dis systématiquement que j'investis non pas sur 1, 2, 10 cryptos, bien sûr que j'ai mes favorites, bien sûr que j'ai mes chouchous, mais j'investis sur le cycle. Parce que au-delà de telle ou telle crypto, ce qui est important, c'est de comprendre le cycle. Parce que quand le cycle sera fini, quand la bulle explose, quand ça se retourne, quand on part en bear market, tout va se péter la gueule. Et comme quand on est en bull run, tout augmente. Alors oui, il y a des trucs qui augmentent de façon beaucoup plus débile que d'autres, mais ça n'empêche pas qu'il y a un sens principal de marché, il y a un cycle principal, et c'est lui qu'il faut comprendre. Si j'ai compris celui-là, oui, je vais faire plus ou moins de gains ou de pertes en faisant du stock picking, du crypto picking à l'intérieur de cette parabole, mais finalement, si je comprends le grand sens et que j'arrête de faire n'importe quoi, entrer, sortir, me faire exploser dans tous les sens et grignoter mon capital, puisque je te rappelle que le principe, c'est d'avoir un maximum de capital pour investir un maximum tout en respectant ses allocations pour en tirer le maximum. Si je grignote à chaque fois ce capital, si je grignote à chaque fois, je prends toujours l'analogie de la locomotive et du charbon, si j'ai moins de charbon à mettre dans la locomotive et que je grignote mon charbon à chaque fois, forcément à la fin, j'ai moins de vitesse dans ma locomotive. C'est exactement la même chose, il faut conserver son capital et faire en sorte de, si possible, pas faire de la merde. Voilà. Donc, restons déjà dans un premier temps conscients que sur le marché des cryptos, alors là on est sur le Bitcoin où les chiffres que je vais donner c'est sur les majeurs, ok.
Un drawdown de 30%, entre 20 et 30% sur une correction, c'est tout à fait standard. Donc là, ce matin, aujourd'hui, je vois des gens qui paniquent. On fait un moins 15, on peut peut-être aller... Regarde, un moins 20, ça nous emmènerait à 58 000. Un moins 30, ça nous emmènerait aux alentours des 50 000, ok? C'est des drawdowns, c'est des corrections qui sont... habituel, logique, normal. Et là, je parle sur le Bitcoin, sur les alts, ça peut être complètement débile dans un sens comme dans l'autre, ok? Certes, il y a la thèse de certaines personnes qui disent que ce cycle ne sera pas comme les autres parce que les ETF, blablabla. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que ce cycle sera relativement comme les autres, même si on l'a vu, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Regardez en entier mes vidéos s'il vous plaît, et dans la mesure du possible la totale, donc abonnez-vous, pétez la gueule du pouce bleu en passant pour ne rien rater. C'est pas parce que le cycle est différent en termes de timing, avec un top avant le halving qui a été validé, etc. Un premier top en tout cas, on l'espère, on va le voir dans cette vidéo, est-ce qu'on est toujours en bull run ou pas, que il n'y aura pas d'entrée et de sortie violente de capitaux, ok? C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de monnaie institutionnelle que ces gens ne sauront pas prendre leurs profits. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de retail qui ont accès aux différents instruments, notamment les ETF, on fera le point juste après, avec énormément d'argent qui rentre à l'intérieur, que ces retail vont pas paniquer quand ça va faire moins 40, moins 50%. Je veux dire, t'es un petit américain lambda, tu mets ton 401k tous les mois dans un ETF, si ça commence à faire moins 30, moins 40, moins 50, je te garantis que Madame Chombier, Madame Michu, ou plutôt sa version américaine, Madame Michu, elle va savoir paniquer elle aussi, et je pense qu'on va voir un bear market extrêmement sanglant, mais il est trop tôt pour en parler. Si tu veux bien, on va avancer, on va aller jeter un œil aux liquidations, puisque qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça corrige? Ça corrige très souvent parce que le marché est consensuel, ok? C'est-à-dire que dans un sens ou dans un autre, et on en parlera beaucoup dans la deuxième partie de cette vidéo, il y a un consensus qui se met en place, tout le monde a raison, tout le monde est dans le même sens, et au bout d'un moment, forcément, on prend une espèce de parabole, ça fait que monter, et à un moment ou à un autre, il y a un mec plus intelligent qu'un autre qui prend des profits, il fait souvent partie des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que s'ils ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont un petit peu plus intelligents sur la longueur, et on a des cascades de prise de profit. À côté de ça, on a des gens qui utilisent du levier, qui sont leveragés, ok? Et d'ailleurs, je voudrais faire un point très rapidement, et notamment pour les débutants, sur le levier, ok? Levier, leverage en anglais, leverage trading. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à dire, ok, je vais prendre des chiffres fictifs, j'ai 1000 balles à investir, et puis je vais utiliser un levier pour investir plus. Donc j'ai 1000 balles à mettre sur le Bitcoin, mais moi, vu que je suis sur mon super exchange futur machin et que je me prends pour un super trader, parce que de toute façon c'est trop facile dans les cryptos, il suffit d'acheter et ça monte, je vais mettre un levier 10 par exemple. Je vais pas trader 1000, je vais trader 10 000. Ok? Ça veut dire que mes 1% d'augmentation qui se serait passé si je tradais avec mes 1000 se transforme en 10% d'augmentation. C'est-à-dire que le Bitcoin va bouger de 1%, moi ça va augmenter de 10%, franchement, ça se comprend très facilement, j'ai tout simplement un levier 10. Ok? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal d'investisseurs, et notamment les plus débutants, qui mettent des leviers 2, 5, 10, 15, 25, 100, 1000 parfois. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on multiplie dans les deux sens. Donc quand ça monte, c'est génial, au lieu de faire 1%, je fais 10%, mais quand ça baisse, c'est moins génial, au lieu de faire moins 1%, je fais moins 10%. Ça, c'est pour un pauvre levier 10. Mais pour un levier 100, par exemple, un moins 1%, c'est un moins 100%, pouf, ma position est ce qu'on appelle liquidée. C'est-à-dire que mon broker ou mon exchange ferme ma position pour pas que je lui doive de l'argent. C'est-à-dire que quand la position elle arrive à zéro, elle saute. C'est exactement ce qu'on voit, ce qui se passe ici. Ok, donc sur les dernières 24 heures, on a liquidé 526 millions de dollars de long et 110 millions de dollars de short. Donc énormément de consensus sur ce marché, avec des gens qui se leverage de plus en plus, et des traders en herbe en tout cas, qui se leverage de plus en plus, parce que y a un consensus qui est en place, ça fait que monter, le halving arrive, blablabla. Sauf que, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te demandes, en tant qu'investisseur malin, en tant qu'un petit peu team rentable, c'est est-ce que le marché est uniquement directionnel? Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un marché qui monte comme ça, pouf, il y a deux comportements, ok? Il y a les gens, toujours pareil, qui vont acheter là, et ça fait des mois qu'on dit d'acheter et de rentrer sur le marché, et puis il y a des gens qui attendent des confirmations. Et la plupart des retail, des nouveaux arrivants, ou des gens un petit peu frileux, et je le vois même chez des gens avancés, notamment dans le money game, qui sont quand même au-dessus et qui sont avancés,
ils peuvent pas s'empêcher, parce que c'est comme ça, l'esprit humain, il est fait comme ça, d'avoir des confirmations et de recharger, et de recharger, parce que ça monte. Et en effet, quand le Bitcoin, il fait 100%, 200%, 300% en quelques mois, forcément, il y a des confirmations, donc on se dit, je vais mettre plus de risques, et bah oui, parce que je commence à calculer des multiples magiques dans ma tête. Sauf que, les gens qui font ça, ben, ils viennent charger la machine. Et plus les gens qui mettent du levier viennent charger la machine. Sauf que, ici, ben, y a toujours des gens un petit peu plus intelligents qui sont rentrés. Parce que eux, ils ont appuyé sur le bouton en bas. Et ils ont eu une conviction forte sur, encore une fois, des éléments objectifs. C'est pour ça que je me bats toujours pour que tu investisses sur des éléments objectifs et pas sur du FOMO, pas sur du bruit, pas sur des grands titres, pas sur un consensus qui se met en place sur Twitter ou auprès des influenceurs ou tout ce que tu veux. Ces gens-là, hein, qu'on va appeler plutôt la smart money, et c'est souvent les gens qui ont le plus d'argent, parce qu'encore une fois, l'argent se fait pas par hasard, bah ils sont en plus-value de dingue, quoi. Ils ont déjà fait des multiples que toi, t'espères faire dans les mois à venir. Ils sont déjà à x5, x10, tout ce que tu veux. Donc eux savent prendre des profits, c'est pour ça que c'est la smart money, c'est pour ça qu'ils ont l'argent. Donc eux, bah, ils commencent à prendre des profits. Quand Jean-Michel Lambda commence à rentrer, ou en tout cas renforce ses positions. Donc c'est ça qui vient générer des corrections, et en plus, avec ce qu'on vient de voir avant, les liquidations, okay, donc les gens qui se font liquider, et les positions qui explosent, bah forcément ça fait l'effet inverse du sens de la position. C'est-à-dire que si tout le monde était en longue avec du levier, bah forcément quand ces positions explosent, bah le marché corrige à la baisse, et à l'inverse, quand tout le monde est en short avec du levier, bah quand on vient racheter ces positions et qu'elles se font liquider, et qu'elles se font racheter de force, entre guillemets, par le broker, par l'exchange en tout cas, ce qui est globalement la même chose aujourd'hui, et bien forcément le marché part à la hausse. Et donc on a des nuages, si on veut, de liquidation qui sont de part et d'autre, hein, en tout cas des nuages de stop loss ou de take profit, ou inversement si c'est long ou short, qui encadrent le cours. Et quand on vient faire un excès dans un sens ou dans l'autre, eh bien on vient liquider un maximum de gens, de plus en plus. Et plus les excès sont importants, et plus la machine s'auto-alimente, puisqu'on vient toucher des TP ou des stop loss. Ok ? Et plus il y a de levier, bah plus il y a de TP ou de stop loss qui sont touchés, ce qui entraîne encore une hausse ou une baisse du cours, et donc une cascade, puisque ça touche là, ça touche là, ça touche là, ça touche là, ça touche là. Donc plus ça baisse, plus ça monte, globalement. Et c'est ça qui vient amplifier les mouvements. Et c'est pour ça qu'on a connu des semaines de hausse qui n'arrêtaient pas de s'empiler, parce que on venait liquider des shorts, tout simplement. Et quand il y a des baisses, elles sont globalement violentes, et elles sont même encore plus violentes dans ce sens-là, parce que on vient liquider dans l'autre sens, et souvent, il y a plus de gens longue, donc avec des stop loss en dessous, que des en short avec des stop loss ici. Donc globalement, c'est pour ça qu'on a des corrections assez violentes, souvent de l'ordre de 15, 20, 30%. Et il faut s'y habituer si on veut rester sur ce marché, parce que c'est comme ça. Donc pour s'y habituer, tout simplement, il faut être capable de s'y habituer mentalement. Et pour être capable de s'y habituer, comment ça se passe ? Ça se passe par ne pas mettre de levier, surtout si on débute, et ça se passe également par avoir une allocation qui est correcte, et j'en parlerai aussi en deuxième partie de vidéo avec des espèces de témoignages, où j'ai screenshoté des commentaires, ou des gens qui sont over-alloués, qui ont un pourcentage dans les cryptos trop important, une somme d'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre. Je déteste cette expression, je refais un coup de gueule. Non, on n'investit pas de l'argent qu'on est prêt à perdre, personne n'est prêt à perdre de l'argent. Mais en effet, on doit investir de l'argent qu'on est capable de mettre à risque et dont on n'a pas besoin immédiatement. Quand je vois des commentaires de gens qui me disent « Oulala, là, si ça perd encore 10%, je serais forcé de fermer mes positions », ça veut dire qu'il y a un problème d'allocation. Tu ne dois pas être forcé de fermer tes positions sur des mouvements de prix. Okay, les mouvements de prix n'ont rien à voir avec le fondamental du cycle. Certes, ils en découlent, mais les mouvements de prix ont beaucoup à voir avec la mécanique de cotation, finalement, avec la mécanique d'ordre, de liquidation, de stop loss, de tout ce que tu veux, la mécanique du cycle, et la psychologie des acheteurs et des vendeurs, qui sont très, un petit peu excités sur leur graphe. Mais ça, finalement, ces mouvements court terme ont assez peu à voir avec le cycle long terme. Et on a finalement une espèce de dissension, de bataille entre le cycle long terme et les mouvements court terme. Et dès qu'on dézoome les graphes, on se rend compte que c'est pas si violent que ça. Si je retourne sur mon écran, sur le graphe du Bitcoin, oui, là, si je viens zoomer comme un malade en 15 minutes, tiens, regarde, je sais, tu vois, je l'ai même pas sur mon graphe, tellement ça sert à rien de regarder les graphes en 5 ou en 15 minutes. Mais tu vois, forcément, si je viens regarder, hop, c'est tout plat, voilà. On est en quoi, là ? On est en 5 minutes. En 5 minutes, là, oui. Là, je flippe. Là, c'est sûr que je me chie dessus, tu vois. Je suis pas bien, ok ? Par contre, si je me mets en daily ou en weekly, voilà. Tu vois, la correction, là, en weekly, ok. Elle est là. Hein. Désolé, mon graphe est dégueulasse maintenant. Mais ça fait pas si peur que ça, quoi. Quand tu vois ce qu'on a vécu
ne serait-ce que depuis la vidéo début du bull run, ok. On est à 73%. Tu vois, donc oui, on a une correction de 15%, mais c'est pas la folie, ok. Donc, petit élément à comprendre, un petit peu mental. Si je regarde ces liquidations, on voit, et on va le voir au fur et à mesure du cycle, qu'elles vont aller en s'amplifiant, ok. Plus le marché devient consensuel, plus il y a de petits nouveaux qui rentrent et qui veulent devenir rapidement millionnaires, et forcément, quand t'as pas beaucoup d'argent, le moyen qu'ils se disent de devenir rapidement millionnaire, qui est exactement ce qu'il faut pas faire, c'est de dire, ok, j'ai pas beaucoup de capital, du coup je vais mettre du levier, ça vient augmenter les liquidations. Et là on le voit, tu vois, depuis octobre, là c'est le début du graphe, tac 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 tac, plus il y a de barres dans un sens ou dans l'autre, plus c'est de liquidations de long ou de short, on a des liquidations qui augmentent, et qui ont augmenté depuis le début d'année, tu vois, là c'est début février, paf paf, mars, paf 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 paf. Plus on s'approche de l'ATH, plus on casse, plus le cycle devient parabolique, débile et bullesque, et plus on va assister à des liquidations importantes. Ok, là on est sur des 500 millions, on est sur des 1 milliard, tu vas voir qu'on va aller plus haut sur les liquidations, et forcément, les mouvements et la volatilité vont augmenter. Si les liquidations augmentent, les mouvements de volatilité vont aussi augmenter, donc c'est maintenant qu'il faut s'y préparer, c'est pas demain, ok. Et ce cycle est un petit peu différent des autres, dans le sens où il se débilise. Et j'ai l'impression qu'on dit ça à tous les cycles, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, on voit des trucs qui commencent à puer, tu vois. On va en voir dans cette vidéo. Mais la question, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis focus avec mon biais de confirmation dans un sens ou dans l'autre, sur des trucs qui puent ou qui sentent très bons, mais ça, c'est bien de les voir, et on en parle parce que c'est rigolo, mais est-ce que j'ai des indicateurs objectifs qui me permettent de prendre du recul, ok. Je finis mon point levier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé un truc très marrant, qui est là. Ça, c'est le prix du Bitcoin, ok, sur je ne sais plus quel échange, BitMEX, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très simple. On a eu un flash crash. C'est-à-dire que là, typiquement, bon, le cours, tu vois, est très écrasé parce que forcément, on a dû changer l'échelle. Donc là, c'est le cours du Bitcoin classique, qui se promène aux alentours de 65 000 balles au moment où c'est arrivé. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On a des mèches, et le prix du Bitcoin est descendu à 8900. 8900 $. Alors toi, tu vas me dire, moi je comprends pas parce que j'ai pas vu le prix du Bitcoin descendre à 8900 $. Bah non, parce que ça a été localisé sur un exchange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très simple. Et je te dis que le mec qui a fait ça, il doit pleurer sa maman actuellement. On a vendu 400 Bitcoins. 400 Bitcoins, ça fait 26 millions de dollars, à peu près, à la louche. Au marché, qu'est-ce qui s'est passé? Okay, quand je mets 400 Bitcoins d'un coup, je fais un ordre, un gros doigt. Je sais pas, ce mec-là, est-ce qu'il a paniqué sur la correction? Il a dû voir un moins 10, moins 15% sur 26 millions de dollars. Il s'est dit, oulala, faut vite que je shorte. Tu vois, encore une fois, pas de plan. Même sur la sortie, ça, c'est une erreur impardonnable. C'est pas un professionnel qui a fait ça, je te le garantis. C'est une erreur qui est impardonnable. C'est impossible de faire ça sur un petit exchange, de mettre 400 bitcoins au marché. 26 millions de dollars, je ne comprends même pas. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça c'est, tu vois, il y a eu un accident de richesse, le mec a réussi à faire 400 bitcoins et il a fait un accident de pauvreté dans l'autre sens. Donc il a mis 400 bitcoins au marché, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, il y a un order book, ok, avec les achats et les ventes. Donc les achats, les ventes, et puis là, forcément, quand je mets 400 bitcoins au marché, je fais quoi? Je tape dans l'order book, un par un, paf, 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 jusqu'à vendre 400 bitcoins. Je te garantis que, surtout sur un petit exchange moyennement liquide, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas rincer l'order book et forcément, tu vas vendre et vendre et vendre et vendre. Donc tu prends le meilleur ordre, le meilleur ordre, le meilleur ordre, le meilleur ordre, et le prix descend. Et vu qu'il y a 400 bitcoins à épurer d'un seul coup, et puis qu'il n'y a pas quelqu'un là qui fait les choses intelligemment et qui découpe les ordres, là c'est juste, tu rentres le truc dans l'algo et puis terminé. Lui, il a dit au marché quoi. Donc si le prix il descend de 1000, on s'en fout, on continue à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça flash crash. Et on vient de faire cette immense mèche. Bien sûr, le prix remonte tout de suite, très vite. Sans aucun problème, et puis on vient rattraper, puisqu'il y a les bots d'arbitrage qui se mettent en place, il y a éventuellement des ordres limites de gens qui avaient mis des ordres limites un peu plus bas pour aller choper une mèche, pour aller choper une correction, ça se fait beaucoup, et donc entre les gens qui font de l'arbitrage, les bots qui font de l'arbitrage, les gens qui chopent la correction, pouf, ça remonte tout de suite. Mais le mec a rincé tous les ordres en fait à la vente, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je sais pas à combien il s'en est sorti sur ces 26 millions, mais je pense qu'il a dû cramer dans la bataille. Je sais pas, c'est impossible de savoir combien il y a de manque à gagner, mais je pense la moitié de la position, ou les trois quarts de la position ont été cramés, donc peut-être que les 26 millions se sont transformés en, je sais pas, entre 5 et 15, quoi, s'il a de la chance. Ok, donc comment cramer 10 à 20 millions gratuitement, quoi.
Pourquoi je te raconte cette histoire? Pas pour l'histoire de ce mec. J'ai envie de te dire, bon, bah voilà, il y a toujours des gens qui apprennent dans la douleur. Mais toi, petit investisseur, Kevin, ici là, youpi avec ta couronne, t'étais sur le même exchange, et puis toi t'étais en levier 100, bah quand il y a eu ce flash crash, bah, tu t'es fait éclater. Ou t'étais en levier 10, ou t'étais en levier 5, ou même t'avais pas de levier, et t'avais un ordre qui traînait, dans un sens ou dans l'autre, par exemple un stop loss. Tiens, on en reparlera un petit peu plus tôt. Là, on parle du levier, un petit peu plus tard, pardon, mais plus tard, on parlera également des stop loss en fin de vidéo. Bah, t'avais ton petit stop loss 10, 20, 30% en dessous, ou t'avais ton petit levier, bah, le flash crash, il t'a pas épargné, tu t'es fait sortir, tu t'es fait éclater. Donc, encore une bonne raison de faire extrêmement attention avec le levier. Si vous mettez du levier, le mettez pas là. Il y a de bonnes façons de faire du levier, ceci n'est pas une bonne façon, mais on sortira du cadre de cette vidéo. Donc je ne vais pas élaborer plus, je pense que j'ai été assez violent sur le fait de faire attention à vos culs. Maintenant, on passe à la suite. Et on vient d'écrire l'histoire hier. J'ai eu la chance de vivre le truc en direct. Voilà un tweet, tout simple, qui dit « Oh fuck »,« Oh merde » en français, « Oh putain ». Qu'est-ce qui s'est passé? Slerf, un projet de memecoin complètement débile sur la blockchain Solana, comme il en sort plusieurs milliers par jour. Oui, plusieurs milliers. On l'a vu au précédent cycle, mais voilà. Le dev, ou en tout cas l'instigateur du projet, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait plutôt bien géré. C'est-à-dire qu'il avait levé 10 millions de dollars sur sa pre-sale. Et il avait prévu un gros lancement qui, en effet, même sur cette blockchain où il y a beaucoup de mèmes, parce qu'elle est rapide, elle est pas chère, etc. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quand même beaucoup de traction. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, il a brûlé pour 10 millions de dollars de tokens qui devaient airdropper. Okay, donc qu'est-ce qu'on fait quand on lance ce genre de tokens? C'est quoi la grosse mode en ce moment? La grosse mode en ce moment, c'est les pre-sales. C'est-à-dire que, et faites attention à ça, comme ça en même temps on va pouvoir faire un disclaimer, on dit aux gens, ok, on va lister une tête de singe. Ok, voilà, hop, la tête de singe. Je vais lister cette tête de singe sur la blockchain Solana, et puis on va la lister à tel prix, et puis moi ce que je vais faire, c'est que je vais vendre en pre-sale des tokens en mode, tu sais, investor, à tous les gens qui sont trop bêtes pour voir le truc énorme qui est en train de se passer, très gros. Et donc ce mec-là a dit, ok, bah moi, vous inquiétez pas, je vais vous pre-sale des tokens moins chers. Il a récupéré 10 millions comme ça, ce qui est quand même significatif, qui est quand même beaucoup d'argent pour un lancement de memecoin. Et c'était censé faire quoi? Bah, c'était censé faire un airdrop, donc c'est-à-dire qu'on vient lister le truc commence à monter, et puis on airdrop la pre-sale aux gens, ils ont payé moins cher, et donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah moi j'ai payé ça, et puis bah le truc va monter, et puis je vais sortir là ou là, et je vais faire énormément d'argent. Je suis vraiment le meilleur trader du monde. Sauf que, pourquoi oh fuck? Bah parce que, et ça vient prouver toute la débilité de ce marché crypto, et encore une fois, on est là, on va arrêter de se voiler la face. Pourquoi on investit sur les cryptos? Bah parce qu'on est là pour faire de l'argent, tu vois. C'est l'espoir de plus-value. C'est exactement dans les critères d'une bulle. Hein. On n'est pas là pour la tech, on n'est pas là pour se branler sur les smart contracts, me la fait pas à l'envers. On n'investit pas dans une tête de singe ou de n'importe quoi, parce que c'est génial, ça vient changer le monde, c'est une entreprise de fou. C'est là pour faire de la thune, ok? Ça s'appelle de la spéculation, caractéristique de bulle, cela dit en passant. Donc, il était censé faire son airdrop, mais sans faire exprès. Écoute-moi bien, il a cramé ces tokens-là, ok? Il les a effacés. Il les a effacés. Il a mis ce fameux tweet « Oh, fuck !» Après, il a expliqué « Guy, I fucked up. Donc, les gars, j'ai déconné. J'ai brûlé la liquidity pool. Donc, la pool de liquidité. Et tous les tokens qui étaient prévus pour le airdrop. Voilà. Et je peux plus minter parce que j'ai révoqué le droit de le faire. Parce que bah, c'est ce qu'on fait en général quand on lance un projet qui a l'air réglo, c'est-à-dire qu'on révoque la possibilité dans le smart contract de minter, donc de créer de nouveaux tokens, donc il ne peut plus le faire, et donc il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il a vraiment brûlé, en appuyant sur un bouton, il a cramé 10 millions de dollars. Donc déjà, l'histoire, si elle s'arrêtait là, elle serait magnifique. Sauf que bordel, l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là. Voilà ce qui s'est passé. Quand les gens ont vu, et j'étais dedans moi, je sais pas pourquoi, me demande pas, j'étais là. Quand les gens ont vu l'info, bon déjà ils ont dit ok c'est un truc de fou, il a brûlé 10 millions. Mais ils se sont aussi dit attends,
il a brûlé 10 millions de la pre-sale. Ça veut dire que les gens ne vont pas être airdroppés de leurs 10 millions de tokens, valeur token contre 10 millions de dollars. Et donc, il y a moins de supply, et donc ce truc va aller to the moon. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le trading a ouvert ici. On est en 15 minutes ici, hein, ça fait à peine plus d'un jour que le bordel est listé. Et on a fait 10 000%, voilà. Enfin, on a fait x 100, quoi. Voilà, tranquillement, au calme. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Annonce de listing d'exchange. C'est-à-dire que, enfin, ça commence à faire beaucoup, hein, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que des exchanges, on dit attends, ils ont flairé le truc parce que le travail d'un exchange, c'est pas de protéger les investisseurs, de leur faire plaisir. Non, le travail d'un exchange, c'est de faire de la thune sur les frais de transaction. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits exchanges? Ils ont dit on va lister. On a eu 1, 2, 3, 4 annonces d'exchanges plus ou moins gros qui ont dit nous, on va lister le fameux SLERF. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon, ça a corrigé, puis c'est reparti à la hausse. On a eu quasiment 3 milliards, 2 milliards 3 de volume, enfin pas quasiment 3 milliards, 2 milliards 4 maintenant de volume en moins de 24 heures, hein. Enfin maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, à peine plus de 24 heures. Ce qui est le plus gros lancement de memecoin de l'histoire, ok, c'est juste le plus gros lancement de memecoin de l'histoire, le plus gros volume de memecoin de l'histoire, le memecoin le plus rapide a passé de, je crois qu'il a été listé à 40 millions de market cap, aux alentours de 40 millions, à 500 millions de market cap. Le truc est passé de 40 millions à 500 millions de market cap. En quelques heures, minutes, ok, sur ce qu'on voit là, sur ces grandes vertes là qui s'empilent là. Sur l'erreur d'un mec qui a brûlé 10 millions, qui va d'ailleurs aller en prison. Je sais, enfin, moi si j'étais lui, je serais relativement pas serein, parce qu'il va aller en prison. S'il est aux États-Unis, à mon avis, il va complètement aller en prison. Mais bref. Et le truc ne s'arrête pas. Je pense même qu'il y a une chance que ce bordel soit listé sur Binance. Et qui continue à exploser. Et qui nous fasse exactement ce qu'a fait Boom. Boom, c'est pareil. Même coin sur la blockchain Solana. 25 364% au lancement. Tout le monde a entendu parler de ce truc. Lui, il a été listé partout, et notamment sur Binance. En quelques jours, listé le 14 mars. Ok. Aujourd'hui, on est le 19. Là, on a de vrais signes, ok, de chauffe, de bulles, etc. On va faire l'étude du cycle un petit peu plus tard, mais juste, je commence à t'ouvrir l'esprit sur le fait que non, ce cycle n'est pas différent des autres. Oui, ce cycle est débile. Il a la seule différence qu'il a avec les autres, c'est qu'il est énormément fuelé de plus d'argent parce que le Bitcoin, les ETF, le côté instit, etc. et la régulation qui arrive petit à petit, mais il y a encore plein de morceaux de ce marché qui n'est pas régulé. Et quand je disais, il y a quelques vidéos, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu es fidèle à cette chaîne, qu'il est très possible, avec la régulation et avec les ETF qui arrivent, qu'une partie des gens, et notamment des maximalistes, et notamment des anti-systèmes et tout ce que tu veux, le Bitcoin va remplacer les banques centrales et tout ce que tu veux, aillent se réfugier dans les mêmes coins, ok? On en a parlé il y a plusieurs mois. Les idéalistes, à mon avis, vont se rabattre. Et je pense qu'on va revoir l'avènement de memecoin à mort. C'est en train de se passer. Donc, je pense que, voilà, ça commence à me titiller tranquillement, mais on va en reparler. Continuons sur les news, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, il y a cette mise à jour de la blockchain Ethereum qui a fait grand bruit, ok, l'upgrade Denkun. Oui, Denkun. Ok, c'est là. Dankin. Non, j'imagine que c'est Denkun. Hein, je sais même pas comment ça se prononce. Bref, le principe de cette mise à jour, c'est quoi? Globalement, je te la fais courte. On change un petit peu l'infrastructure pour baisser les frais de transaction. Le problème de la blockchain Ethereum, ça a toujours été d'un côté sa lenteur, qui est en train de se régler de plus en plus, comparativement à des blockchains concurrentes, hein, notamment Solana, ainsi que ses frais de transaction, pareil, comparativement à des blockchains concurrentes. Ce qui fait que, notamment, tous ces projets qui ont besoin, alors soit les mêmes coins, pour parler de là où il y a l'attraction en ce moment, qui ont besoin finalement de se créer très facilement et pour pas cher, parce qu'ils sont faits par des gamins dans leur garage qui brûlent 10 millions, ou tout ce qui va être micro-paiement, smart contract, avec
le besoin d'avoir des frais de transaction bas, bah forcément c'était compliqué. Tu vois, si tu envoies des micro-paiements de quelques centimes, mais que tu as 9 ou 10 balles ou 20 balles ou 50 quand le réseau est surchargé de frais de transaction, du coup on exclut une grande partie de l'utilisation et de la force vraiment d'Ethereum qui est justement les smart contracts. Donc le but du jeu était de baisser les frais pour rendre de l'avantage concurrentiel finalement à cette blockchain qui est extrêmement utilisée et pour le coup par pas mal de projets legit eux. Alors, est-ce que ça va réussir ou pas, je sais pas, mais en tout cas avec une technologie, avec la volonté de faire des trucs, de changer le monde, ou en tout cas de l'améliorer, ou en tout cas d'avoir des vrais usages business, ok. Ce qu'on voit sur les frais de transaction, c'est que ça a bien fonctionné. Il n'y a pas besoin de rentrer en détail dans les charts, mais ce qu'on voit là, c'est les frais de transaction moyens, et tu vois qu'il y a un drop absolument immense à partir du jour de la mise en place de l'update d'Encone ici. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout simplement la blockchain Ethereum pourrait retrouver de l'attraction. Ce qui serait plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'on voit que le prix de l'ETH est beaucoup malmené également dans cette correction, et on avait dit qu'il y a une possibilité, et d'ailleurs on va retourner sur la charte du Bitcoin ici, hop, qu'est-ce qu'on a en bleu là? On a la date approximative de la prochaine échéance principale des ETF Ethereum, ok? Donc c'est pas mal, je trouve que les planètes s'alignent pas mal. On a une belle correction sur Ethereum, on a la baisse des frais de transaction avec possiblement l'attrait de nouveaux capitaux dans ces blockchains-là et dans les Layer 2 Ethereum, puisque les prix des Layer 2 ont beaucoup plus baissé, puisque le graphe que je t'ai montré juste avant, c'est les Layer 2 Ethereum. Ils ont baissé de façon drastique par rapport à la blockchain principale, au Layer Ethereum en tout cas. L'Ethereum a connu également une correction importante, et voilà. Ça fait que potentiellement des points d'entrée intéressants, potentiellement une traction supplémentaire, potentiellement la possibilité pour l'Ethereum, encore une fois, de surperformer Bitcoin sur finalement l'anticipation de la news possible de ces ETF ETH. Le consensus est assez fractionné sur l'acceptation des ETF ETH. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Voilà. C'est peut-être un petit peu tôt pour les SEC. Je les vois bien repousser encore 2-3 fois. On verra. Sachant qu'on a le halving avant les ETF, et puis ensuite, voilà, peut-être également du côté de la Fed, on a le FOMC demain. J'y reviendrai en fin de vidéo sur le côté un petit peu plus macro de la chose. Maintenant, reparlons des ETF Bitcoin. Ils enchaînent record sur record. Là, on a les inflows ou les outflows quand c'est rouge et inflow quand c'est vert. Donc finalement l'argent qui rentre ou qui sort de ces fameux ETF, on est en vue semaine. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on fait record sur record. Le lancement, hop, petite correction mais due en très grande partie aux outflows de GBTC qui est l'ETF le plus cher. Donc en gros il y avait énormément d'argent à l'intérieur, il est en train de sortir pour se rediriger vers les ETF moins chers. Donc ça vient balancer un petit peu les inflows, parce que là on est en net flow, donc c'est-à-dire les outflows, donc ce qui sort, les inflows, on fait la moyenne entre les deux, enfin on fait la somme entre les deux. Mais on voit quand même qu'on est très positif et on enchaîne de grands records, et notamment jusqu'à la semaine dernière. Par contre, la petite différence, et c'est aussi une raison de la correction qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et un petit peu du shift du narratif, là, on les voit donc ici, dans les colonnes, c'est tous les ETF, avec les chiffres d'entrée quand c'est noir et de sortie quand c'est rouge, en millions de dollars. Avec la somme ici, donc on voit que quasiment tous les jours c'est positif, ok, sauf la petite semaine qu'on a vue de correction. Positif, 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 record sur record, à chaque fois record, 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 jusqu'à le milliard par jour, ce qui est quand même pas mal, 600 millions, 100 millions, etc. Et jusqu'à hier où on a eu, hop, c'est derrière ma tête ici, pour, pas la première fois, mais en tout cas la première fois depuis plusieurs jours, un chiffre négatif. Mais c'est dû en très grande partie à ce qu'on voit là, le moins 642. Tu vois que toute cette ligne rouge, c'est GBTC. Les frais sont extrêmement chers par rapport aux autres ETF. Donc l'argent sort de là, puisqu'il y a quand même 24 milliards dans le bordel. Donc l'argent sort de là pour se déverser ici. Donc ça fait partie du narratif. Ça casse pas trois pattes à un canard, très honnêtement. Moi, ce que j'attends de voir, c'est vraiment la moyenne de ces inflow, outflow pour vraiment comprendre est-ce que l'argent continue à rentrer ou pas. Le regarder au jour le jour, c'est too much. Le regarder à la semaine, ça parle beaucoup plus. Donc on va voir ce qui se passe sur la semaine complète. Moi, c'est ce genre de graphe qui m'intéresse beaucoup plus, et notamment la ligne médiane qui s'est faite, qui est en bleu ici, pour voir ce qui se passe. Ça va pas monter to the moon de façon purement verticale, parabolique, mais je pense que les net flows vont continuer à augmenter
encore, puisqu'il y a énormément d'attraits un petit peu institutionnels, mais il y a tellement d'argent que même une faible allocation institutionnelle, c'est beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup retail, c'est quand même des produits qui sont beaucoup utilisés par les retail. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de la suite. Il fallait qu'on parle de halving, puisque tout le monde parle du halving, et là, le vrai narratif présent sur le marché aujourd'hui, c'est « Ah, le halving va arriver, et donc, ça va monter to the moon, et donc le cycle va encore durer. » Et je vois des prédictions partout. Alors, il y a des gens qui faites très attention. Quand tu vois un influenceur, un commentaire, un article de presse ou de presse spécialisée ou un blog ou peu importe, de gens qui te lisent l'avenir, tu sais, mais qui te lisent l'avenir de façon certaine et surtout sur des très grandes périodes. C'est relativement simple, on va dire, de lire l'avenir sur des périodes ou en tout cas avec un gros pourcentage, on ne lit pas l'avenir, mais avec un gros pourcentage de réussite sur des périodes assez proches, mais sur des périodes très longues où il peut se passer 250 000 trucs, en fait, plus tu augmentes la période et plus c'est difficile. Et quand je vois des mecs qui te disent, ok, là on a une correction, après on va le halving, on va avoir 20%, et puis après ça va monter, et le bull run va continuer jusqu'à fin 2025, bravo Madame Irma, mais là ça devient, oui, c'est un scénario, mais il y en a 450 000 autres. Donc moi je te conseille de ne pas investir comme ça, je te conseille de regarder ce qui se passe au jour le jour, en tout cas à la semaine, attention à pas non plus rester bloqué au jour le jour parce que c'est là qu'on prend des mauvaises décisions, mais en tout cas à la semaine, et de voir ce qui se passe et où est-ce qu'on en est de ce cycle, et à chercher à timer le cycle, à investir sur le cycle. Okay, là, ce qui m'intéresse, moi, à court terme, c'est le halving, et c'est la grosse narratif, et tout le monde en parle, et ça doit exploser, blablabla. Alors, allons jeter un œil sur Glassnode. On a en noir le prix du Bitcoin, ok, en log, et qu'est-ce qu'on a en bleu? En bleu, c'est à chaque fois, alors je pense qu'on voit pas très bien avec les contrastes, mais là, tu as un trait jaune, un là, un autre là, un autre là, un autre là. Donc ces traits jaunes à chaque fois c'est le halving, le noir c'est le prix du Bitcoin sur toute la période, et ces grandes flammes bleues là, ben, c'est le pourcentage d'augmentation du jour du halving ben, jusqu'au qui correspond à la date, hein, et au prix du Bitcoin qui est au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 4 cycles précédents, ben, ces 4 traits bleus finalement ils se décalent là, tu vois, ça fait une diagonale baissière là, celui-là c'est le plus haut, celui-là un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire qu'à chaque halving on a une baisse de profitabilité, d'augmentation des prix, enfin une baisse du rate of change d'augmentation des prix. Donc ça nous dit qu'on a une trend qui est très claire de contraction du cycle sur Bitcoin, ok? Puisque le premier halving, qu'est-ce qui se passe? Entre le jour du halving et le top du cycle, ok, on fait 73 989%. Voilà, bon bah oui, hein, les gens qui étaient early, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est même pas le halving, hein, c'est la mise en circulation de Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Halving d'après, 10 500%. Halving d'après, j'essaie de bien prendre le top, 3000%. Halving du dernier cycle, celui que la plupart d'entre vous ont connu, 564% sur le premier top et 667% sur le deuxième top. Donc qu'est-ce qu'on voit? Très clairement, on voit une baisse d'impact du halving sur le prix de Bitcoin. Et ça se comprend très bien, on en a déjà parlé en long, en large et en travers dans ces vidéos. Plus il y a de capitaux dans le marché, plus c'est difficile de le bouger. C'est pas compliqué. Je te prends l'exemple d'un seau d'eau. Un seau d'eau de 5 kg, ça se bouge pas trop mal. Un seau d'eau de 100 tonnes, c'est un petit peu plus compliqué à bouger. Tu vois, bah, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le marché. Il y a beaucoup plus de gens qui sont pas d'accord sur des prix dans un sens ou dans l'autre, hein. Il y a une espèce de consensus autour du prix, forcément, parce que c'est là qu'est le prix. Et puis tu as des gens qui sont plus bullish, tu as des gens qui sont plus bear, tu as des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre, etc. Et bref, il y a une multitude d'ordres tellement importants, il y a tellement de liquidités un petit peu partout que c'est dur de faire bouger un prix. Okay, on peut le faire bouger et flash crasher comme on l'a vu juste avant sur un petit exchange, mais un petit exchange, bah, il se décorrèle du marché, hop, il revient tout de suite. Ça oui, mais la totalité du marché, la totalité des exchanges, le vrai prix, le vrai consensus, la vraie moyenne de tous ces prix-là, c'est extrêmement dur de la faire bouger. On parle en dizaines, centaines de milliards d'injections de cash pour faire bouger ce marché-là. Donc forcément, bah, le halving ne va pas être magique. On a une baisse d'impact des halvings au fur et à mesure. Donc moi, j'attendrai pas trop après le halving. Certes, il y a un côté narratif, un côté psychologique, un côté tout le monde le regarde, et donc il doit se passer quelque chose. Moi, je pense exactement comme on l'a vu avec les ETF Bitcoin, je pense à une correction. C'est-à-dire que tout le monde attend le halving, ça va peut-être un petit peu anticiper. On verra où on en est à ce moment-là, si on est déjà en train de corriger, bon ben voilà. Ou alors on est reparti un petit peu en parabole, ça anticipe, le halving arrive, tout le monde attend, il y a des gens Kevin qui dorment pas de la nuit parce qu'ils croient que ça va exploser et qui vont trader en levier 100, et puis bah tout le monde est déçu parce qu'il se passe rien, tout simplement. Et puis bah on vient corriger 10-20% dans les jours suivants, c'est ce que je pense qu'il va se passer.
Je dis pas qu'on va avoir un crash, mais je dis que tout le monde va être déçu par le halving, et puis le cycle va se builder normalement. Mais on le voit par A plus B, l'impact des halvings sont de plus en plus bas. Donc moi, je ne serais pas trop regardant là-dessus. Ensuite, donc maintenant, partons un petit peu dans l'étude du cycle, un petit peu plus fine, on va dire. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit tout simplement donc le prix, toujours en noir, hein, le prix est toujours en noir. Le supply en jaune ici, on s'en fout, c'est le nombre de bitcoins, d'ailleurs on va l'enlever, ça sert à rien. Et on a en bleu le supply en profit, ok. Ça veut dire que, je te rappelle qu'avec les données on-chain, on peut voir chaque bitcoin, chaque fraction de bitcoin, dans quel wallet il est, depuis quand il est là, etc. Donc on peut savoir s'il est en profit ou pas. Ce bitcoin, cette fraction de bitcoin, cette transaction, est-ce qu'elle est en profit? Si elle est en profit, elle contribue à la ligne bleue, ou est-ce qu'elle est en perte? Et donc elle contribue à la ligne blanche. À la ligne, je suis fatigué, hein, à la ligne rouge. Et donc qu'est-ce qui se passe? On voit forcément et naturellement que quand on a un cycle et une parabole là qui vient se mettre en place, et bien forcément, tout le monde est en profit, la ligne bleue augmente, beaucoup moins de gens sont en perte, la ligne rouge baisse. Et puis quand il y a ensuite bear market et un bottom, ça vient se rééquilibrer. Parce que les gens, il y a des gens en perte, les perdants augmentent et les profiteurs finalement diminuent. Et donc on en vient à un espèce d'équilibre. Et puis ça vient s'inverser et sur chaque cycle, ça fait comme ça. Donc là, on a croisé finalement le moment de maximum pain, où il y a le plus possible de gens en perte et le moins possible de gens en profit, et puis tout le monde, de plus en plus de gens et de plus en plus de transactions sont maintenant en profit, et de moins en moins de gens sont en perte, avec un bottom très récent, et c'est aussi pour ça qu'on voit la correction ici, juste derrière ma tête, où quasiment tout le monde était gagnant, plus personne n'est en perte, et quasiment tout le monde est gagnant. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas magique, il y a des gens qui prennent des profits, et on vient un petit peu temporiser ça. Moi, je suis assez, et même très attentif à ces courbes-là et à ces effets-là, parce que c'est là que se passent les effets de cisaillement, les prises de profit et le consensus finalement global du marché. Là, elle est très dézoomée, hein, forcément, puisque je veux te montrer et t'apprendre la big picture, mais on peut zoomer dans ces différents cycles. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, le marché peut rester débile plus longtemps que tu peux rester solvable. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du dernier bull run, pendant très longtemps, quasiment tout le monde est resté en profit max, et quasiment tout le monde est resté en profit, hein, plus de pertes et tout le monde en profit. Donc là, on vient d'arriver au moment où, avant cette correction, quasiment tout le monde est en... 99% des gens sont en gain, 1% des gens sont en perte. Donc ça peut durer un moment, et on le voit ici par exemple, 2017-2018, ça dure un an. Ici, octobre 2020 à avril 2021, sur le premier top, et ensuite, très court par contre, septembre 2021 à novembre 2021, tu vois. Donc le marché peut rester irrationnel longtemps, mais c'est un élément de surchauffe. Et finalement, plus ça dure, et moins je suis confortable. Puisque forcément, ça veut dire que des gens vont en profiter, des prises de profit vont se mettre en place, et des gens vont paniquer. Puisque, on en a parlé un petit peu plus tôt, on en parle en long, en large et en travers, et j'en parle très souvent, notamment dans Money Game, le comportement, finalement, des derniers entrants, qui sont les plus en retard et qui ont un comportement que tu connais, hein, très en retard, très je cours après le train, très ça va partir sans moi, je pensais pas investir, et puis je finis par FOMO, et puis j'ai des confirmations sur le fait que je suis un génie, donc j'investis plus. Ces gens-là ont un comportement très différent des autres qui ont plus d'argent, qui sont rentrés plus tôt, smart money, etc., qui vont prendre des profits. Donc eux, ils vont faire leur argent, mais ceux dont j'ai parlé avant, là, les un petit peu en retard, etc., c'est aussi les moins bien formés pour investir, ceux qui ont la moins bonne tolérance au risque, ceux qui paniquent le plus souvent, ceux qui tradent en levier le plus souvent, ceux qui prennent les portes de saloon le plus souvent, qui n'ont pas de vision claire du cycle, qui sont là au doigt mouillé, les cryptos c'est magique, on m'a dit qu'il fallait investir, j'investis, tu vois, c'est la hype du moment. Et eux, ils ont tendance à panic sell, ils ont tendance à être toujours à l'envers. Et donc quand il y a des prises de profit de plus en plus importantes qui se mettent en place, à un moment, trop de prises de profit vient casser le fameux top du cycle, on ne sait jamais où il est, hop, et puis ça remonte jamais. Ça dead cat, hop, ça remonte toujours pas, et ça remonte toujours pas, et ça remonte toujours pas. Ces gens-là paniquent en premier, et puis on vient remonter finalement la chaîne de smart money, les plus gros, les plus intelligents, les plus investis, ceux qui ont le plus l'habitude, ou tous, tu les appelles comme tu veux, les plus formés, sont sortis depuis longtemps, au moins en partie ou en très grande partie, et on vient faire finir de paniquer ceux qui sont rentrés le plus tard et qui sont en plus eux-mêmes le plus en perte. Et c'est pour ça qu'on a des inversions finalement très violentes de ces courbes-là qui viennent se passer en quelques mois, où pouf, on vient exploser tout simplement en l'air. Donc,
À surveiller, on est encore au début, ça c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que l'avant nous montrait que ça commençait à puer et que, oulala, ça fait peur. Là, ça commence à faire peur, mais si les cycles se reproduisent, c'est quand même un indice qu'on est relativement early. Ok. Maintenant, on a également le nombre d'adresses. Alors, je regarde très peu le nombre d'adresses, nombre de nouvelles adresses. Pourquoi ? Parce que c'est pas super prégnant de regarder des mouvements très court-termistes sur ces nouvelles adresses. Par contre, on se rend compte quand même de quelque chose de relativement important, c'est que proche des tops, on a l'effet nouveaux entrants qui arrivent vraiment après la guerre, avec la presse qui te tabasse la tête depuis toutes les semaines, tous les jours, en te disant le Bitcoin, nouvel Eldorado, nouvel ATH, ce trader a fait 10 millions, Jean-Kévin est passé de 100 euros à 26 millions, etc. Et ils finissent par rentrer, et donc ça génère un pic de création de nouvelles adresses. On voit que ça se passe vraiment très proche des tops à chaque fois, ok, Ici, top de 2018. Ici, premier top de 2021. Bon, le deuxième top, il est avec beaucoup moins de volume, et le dernier cycle a connu cette espèce de double top. Mais le premier top est beaucoup plus prégnant. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, pic. On n'a pas encore eu le pic. Alors, on en a eu un ici. Tu vas me dire, si, on l'a déjà eu en tout début de cycle. Non. Ces deux pics-là correspondent au lancement des Ordinals. On en a parlé en long, en large et en travers également sur cette chaîne. Ordinals Bitcoin, Révolution, beaucoup de nouvelles adresses qui ont été créées pour spéculer sur le truc. Donc on a eu ces deux pics qui sont finalement des faux signaux. Mais voilà, là aujourd'hui, il n'y a rien qui s'affiche, et heureusement, parce que là, si on venait afficher un pic comme ça, ou comme ça, alors là on l'a connu, certes, mais bon, faux signal, donc on l'a justifié. Mais si on venait en afficher un nouveau là maintenant, là, proche du top, ça m'aurait mis encore plus la puce à l'oreille, et vraiment j'aurais pas kiffé. Donc voilà, c'est simplement ce que je surveille sur ces nouvelles adresses. Ensuite, maintenant ici, on voit les prises de profit. Ok, donc globalement les profits réalisés, donc ces grands traits jaunes là et ces bar charts verts nous montrent quoi ? Nous montrent quand il y a des profits qui sont réalisés. Parce que c'est bien d'avoir des bitcoins, des transactions, comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans la chart qui était ici, en profit, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réalisés, ils sont latents, ok ? C'est aussi pour ça qu'on peut rester très longtemps avec tout le monde en profit et personne en perte, parce que c'est des profits latents, pas vendu, pas perdu, pas gagné, pas vendu, pas gagné non plus. Là par contre on a les prises de profit réalisées, ok ? Donc ça prend justement en compte tout le monde, et les anciens et les nouveaux. Quand on a des pics de prise de profit, forcément, il y a des ventes, et donc forcément ça concourt possiblement, s'il n'y a pas assez de pression acheteuse, à faire baisser le cours, voire même à retourner, à péter la bulle, à retourner le marché. On voit que, proche des tops, on a des prises de profit qui sont massives et qui s'intensifient. Okay ? Sur le cycle 2018, ça s'est passé comme ça. Sur le cycle 2013-2014, cette espèce de double top qu'il y a eu également, ça s'est passé comme ça. Sur le cycle 2021, ça a été très localisé, proche du premier top, mais quand même très fort en termes de volume. Ici, on a connu les premières prises de profit prégnantes. Okay ? Donc maintenant, reste à savoir, et aucun indicateur n'est parfait, est-ce qu'on va avoir des prises de profit relativement longues ici, ou relativement courte comme celle-ci. Voilà, pour l'instant, j'ai pas une vision claire. Tout ce que je fais, c'est que je surveille ces prises de profit. On est au tout début, donc pareil, c'est pour ça que mon nez commence à, d'une narine, sentir que ça pue, mais il accepte encore le risque, et je suis là, je suis bien. Je pense que le cycle n'est pas terminé, mais je suis quand même attentif à ce qui se passe. On a la même chose ici, sous une autre forme, c'est-à-dire que là, on va regarder les longs termes et les short termes. On va regarder globalement, est-ce que ça réalise ou pas, et c'est un petit peu le même code couleur. Quand c'est bleu, tout le monde réalise ses pertes. Quand c'est jaune, tout le monde réalise ses profits. Quand c'est rouge, tout le monde réalise ses profits dans une phase de maximum euphorie, donc vraiment très prégnante. Les longs termes réalisent, les short termes réalisent, tout le monde fait de l'argent, et là il y a un vrai problème. Ok. On voit qu'on a la première barre jaune qui s'est mise en place, mais pareil, de la même façon, pas encore de barre rouge. Donc globalement, si je dois un petit peu résumer tout ça, avant qu'on passe à la suite, j'ai envie de te dire que le cycle est bien entamé, on est clairement en bull run, on commence à attaquer de la parabole, on commence à trouver un truc qui nous avait manqué jusque-là, qui est la volatilité. La volatilité est en train de se mettre en place. Oui, les capitaux rentrent encore. Oui, il en reste. Mais jusqu'où ça va aller ? C'est justement ce qu'on va voir, ainsi que les questions, ainsi que mes différents arbitrages, ce que je vais faire et les autres indicateurs sur Glassnode sur la partie avancée et Platinium de ce point de marché. On est enfin entre nous. On peut aller un petit peu plus loin. Je vais vous apprendre à utiliser un outil que vous utilisez peut-être pas, que j'aille en enfer. Si ce bull run dure 1 an et demi, c'est le meilleur business du monde. Mon but, c'est de te faire aller plus loin. C'est-à-dire que personne ne se rend compte. C'est pas Nvidia, c'est pas Apple, c'est pas Facebook. Le meilleur business du monde, c'est... En gros, je te la fais très simple pour que ça reste dans ta tête. Les débiles achètent
et les intelligents vendent. C'est en adéquation avec la stratégie de départ sur cette poche. Raisonner en poche. Bah non, en fait. Je crée un raisonnement, je construis un raisonnement. Je l'ai pas dit sur la vidéo publique, mais j'étais dans... C'est le genre de trade où vous devez mettre peu de capital parce que c'est au but ou au trou. Je pense qu'on va vivre un bear market qui va être extrêmement sanglant. Mais là, le rate of change est beaucoup plus important. Ok ? Donc ça veut dire quoi ? Je suis en train de vous donner des clés pour comprendre ce que vous faites. En disant, il y a des chances que ça soit listé sur Binance. Les sous-sous dans la poche. Et ça transparaît dans les chiffres. Je pense pas que le timing est intéressant. Absolument, à tous les cycles, c'est un magnifique indicateur. Si j'ai juste sur le cycle, je vais gagner de l'argent. Le problème des stop-loss, on a très souvent la question dans le groupe. Donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. La grosse sortie, à mon avis, là, aujourd'hui, je la vois dans... C'est interdit. Non. L'opportunity cost est beaucoup trop important. Donc ça s'adresse pas à tout le monde. Faut pas se voiler la face en investissement. Va falloir muscler ton jeu, Serge. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Pose tes questions, je sais pas, partage ton patrimoine dans le groupe, etc. Qu'on t'aide. Parce que là, ça c'est voué à l'échec de façon immense. On va beaucoup plus loin, tu vois, que sur les points de marché. C'est maintenant, tu vois.